à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a visité cet après-midi plusieurs projets dans le cadre du programme de réhabilitation de l'ancienne Médina, un des points forts du programme intégré Rabat Ville Lumière. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a représenté Sa Majesté le roi Mohamed VI à la cérémonie d'ouverture officielle de la semaine de la durabilité d'Abu Dhabi 2019. À Bruxelles, le Maroc et l'Union européenne ont signé aujourd'hui l'accord de pêche les unissant. L'accord fixe les conditions d'accès pour la flotte européenne et prévoit les modalités d'une pêche durable. Vague de smartisation oblige, les constructeurs automobiles foncent dans l'innovation, de l'écolo à l'hybride en passant par l'électrique et l'automatique. Nous vous plongerons dans les coulisses d'un marché très juteux. Je vous le disais en titre, à Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI a visité cet après-midi plusieurs projets inscrits dans le cadre du programme de réhabilitation de l'ancienne Médina, un des points forts du programme intégré Rabat Ville Lumière, capitale marocaine de la culture, lancé par le souverain le 12 mai 2014. Mohamed El pour les développements. Forte impulsion royale au programme de réhabilitation et de mise en valeur de l'ancienne Médina de Rabat. Cette visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI témoigne de la volonté constante du souverain de préserver le cachet architectural de la Médina de Rabat, inscrite en 2012 au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Sa Majesté le roi Mohamed VI qui a ainsi visité la rue Babchela qui dessert les écoles Mohamed V, Madaris Mohamed El Khamis et la grande mosquée El Masjid Al-Adam, la rue Souq Sabat et Bab el-Bahar, les sites ayant fait l'objet de travaux de restauration et de valorisation dans le cadre du programme de réhabilitation de l'ancienne Médina de Rabat. Sa Majesté le roi a également visité les chantiers de réhabilitation de la place Le Melhi de la rue Sbarine, dont les travaux connaissent un taux de réalisation très avancé, aux environs de 75%. Et cette mise à niveau de la Médina de Rabat fait partie du programme Rabat Ville Lumière et comporte plusieurs composantes: pavage, éclairage, ravalement des façades et des rues commerçantes, mise à niveau des équipements structurants de la Médina et enfin le traitement de l'habitat menaçant ruine. Cet axe a été développé pour une consolidation de tous les habitats menaçant ruine et de telle façon à garder les habitants de la Médina dans la Médina. Le programme complémentaire de mise à niveau de la Médina de Rabat, signé sous la présidence de Sa Majesté le roi Mohamed VI le 14 mai de l'année dernière, porte sur une enveloppe globale de 325 millions de dirhams, financée essentiellement par le fonds Hassan II à hauteur de 250 millions de dirhams et le ministère de l'Intérieur à hauteur de 75 millions de dirhams. Le programme s'étale jusqu'à 2021. Il vise en particulier d'améliorer l'attractivité de la Médina pour les visiteurs nationaux et pour les touristes étrangers. Bref, de multiples chantiers, dont ceux de nouveaux parkings à proximité de la Médina. Nous avons notamment la réalisation de 2 parkings souterrains, celui de Bab el-Had qui est en cours de réalisation et qui va être achevé en juin 2020 et le parking Babchela dont les travaux vont débuter en mars 2019 pour une durée de 24 mois. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohamed VI a procédé à la remise symbolique des clés de taxi vert aux bénéficiaires. Il s'agit de vélos écologiques acquis dans le cadre du projet de transport touristique écologique dans la ville de Rabat, projet financé par l'Initiative nationale pour le développement humain, l'INDH. Il s'agit de tricycles au nombre de 50 acquis pour un montant global de 2 500 000 dirhams.
Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a représenté Sa Majesté le roi Mohammed VI à la cérémonie d'ouverture officielle de la semaine de la durabilité d'Abu Dhabi 2019 et à la remise des prix de la 11e édition du prix Cheikh Zayed de la durabilité, une édition organisée autour de plusieurs axes dont le rapprochement entre les mondes matériels et numériques et le rôle des nouvelles énergies dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Mohamed Reda Labidi, Abdelali Ayed et Nisri El-Hamdawi. Fortement engagé sur la voie de la transition écologique, le Maroc répond présent aux grands événements promouvant le développement durable. En témoigne la présence de Son Altesse royale le prince Moulay Rachid à la cérémonie d'ouverture officielle de la semaine de la durabilité d'Abu Dhabi 2019, représentant Sa Majesté le roi Mohammed VI. Placée sous le thème rapprochement des secteurs, accélération du développement durable, cette grande messe s'articule autour de plusieurs axes, dont le rôle de l'énergie nouvelle dans la lutte contre les effets du changement climatique, l'eau et l'avenir du transport. La cérémonie d'ouverture de cette manifestation a été présidée notamment par Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président de l'État des Émirats Arabes Unis, gouverneur de Dubaï, et Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi. La présence de Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, traduit l'excellence des relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Mais pas seulement. Le royaume s'illustre aujourd'hui comme un modèle de développement durable et d'efficacité énergétique. La présence de Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a rehaussé la participation marocaine. Il confirme l'engagement du royaume à l'échelle nationale et mondiale dans la promotion du développement durable. Vous savez, il existe aujourd'hui une volonté de nombreux pays, d'organisations internationales et de multinationales de venir investir au Maroc ou faire du royaume un hub pour s'ouvrir à d'autres marchés européens et africains. Cette cérémonie a été marquée par la remise des prix de la 11e édition du prix Cheikh Zayed de la durabilité. Une pléiade de personnalités a été honorée cette année par ce prix dans 5 catégories, à savoir la santé, l'alimentation, les énergies, l'eau et les écoles mondiales. Ce prestigieux prix est dédié à des institutions telles les PME et les organisations à but non lucratif. Il vise également à insuffler une étincelle d'inspiration à la jeunesse pour l'encourager à mettre sur pied des concepts de projets innovants et réalisables. Créé en 2008, le prix Zayed Sustainability est une initiative hommage au père fondateur des Émirats Arabes Unis, feu Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, fervent défenseur de son vivant des causes environnementales. 2 messages écrits destinés à Sa Majesté le roi Mohammed VI ont été remis cette journée au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le premier message émane du président de la République des Comores et il a été remis à monsieur Nasser Bourita par le ministre comorien des Affaires étrangères. Les 2 responsables ont mis en avant à cette occasion le partenariat solide qui lie les 2 pays dans différents domaines et ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale. Nasser Bourita s'est également entretenu avec le vice-président de l'Assemblée nationale populaire de la Guinée-Bissau, Ce dernier a remis au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale un message écrit adressé par le président de la Guinée-Bissau à Sa Majesté le roi Mohammed VI. L'émissaire bissau-guinéen a salué les relations fraternelles liant les 2 pays. Il a évoqué plusieurs questions d'intérêt commun. La Chambre des conseillers tiendra demain une séance plénière consacrée aux réponses du chef du gouvernement aux questions relatives à la politique générale. Cette séance sera consacrée aux questions de la politique générale en matière de lutte contre la pauvreté et la précarité, notamment en milieu rural, la régionalisation avancée, la problématique de l'insertion des jeunes ainsi que la valorisation des capacités du secteur agricole. La séance débutera à 15h. À Bruxelles, le Maroc et l'Union européenne ont signé aujourd'hui l'accord de pêche les unissant. L'accord fixe les conditions d'accès pour la flotte européenne et prévoit les modalités d'une pêche durable. Les détails tout de suite avec Iman Ablo.
C'est acté, le Maroc et ses partenaires européens signent l'accord de pêche qui les unit. Le document couvre la zone de pêche s'étendant du parallèle 35 jusqu'au parallèle 22, à savoir du cap Spartel dans le nord du Maroc jusqu'au cap Blanc dans le sud du Royaume. L'accord de pêche paraphé le 24 juillet dernier à Rabat vient ainsi renforcer un partenariat stratégique et multidimensionnel. Il précise entre autres les zones de pêche et les conditions d'accès pour la flotte européenne, avec une augmentation de la contrepartie financière qui passera d'une moyenne annuelle de 40 millions d'euros à 52,2 millions d'euros, une augmentation de 30%. L'accord comprend également des dispositions visant à optimiser les retombées et les bénéfices pour les populations locales des zones concernées. Et dans un objectif de préservation de la durabilité des ressources halieutiques et de la protection de l'environnement marin, des exigences techniques ont été intégrées dans cet accord. Le document qui vient de renforcer ce partenariat stratégique a déjà eu l'aval du comité des représentants permanents de l'Union et de son Conseil. Les commissions compétentes du Parlement européen ont également donné leur visa. Quant aux modifications apportées à l'accord d'association Maroc-UE, elles seront votées en plénière après-demain, mercredi. Nous sommes le 14 janvier et nous célébrons aujourd'hui la Journée nationale de l'architecture, l'occasion de revenir sur plusieurs aspects de la profession et d'établir une analyse profonde des conditions dans lesquelles opère ce créateur très sollicité. À cette occasion, les professionnels du métier sont réunis à Salé en présence du chef du gouvernement. Au menu des débats, le rôle de l'architecture dans le développement durable. Je vous propose d'écouter tout de suite Ahmed Azzdin Nakmouch. Il est président du Conseil national de l'Ordre national des architectes. L'avenir de la profession, elle dépend de la confiance que le gouvernement doit mettre en place vis-à-vis de la profession. Les architectes mettent tout leur engagement à vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes pour donner le meilleur pour ce citoyen. Car en fin de compte, nous travaillons pour un citoyen qui mérite plus que 4 murs. Il mérite un espace, un environnement de qualité. Et ceci, l'architecte peut lui offrir, mais accompagné avec les décisions gouvernementales pour que tout le monde travaille pour ce pays main dans la main. Plus qu'un bâtisseur donc, l'architecte est l'artiste géniteur de superbes ouvrages et le maître d'œuvre de tout ce qui se construit entre immeubles, bâtiments publics, logements sociaux, zones pavillonnaires, infrastructures ou équipements collectifs. Les enjeux sont aussi nombreux que les défis. Sarah Katir. Ils ont un rôle dans la structuration des identités des peuples et la construction de leur patrimoine et legs civilisationnel. Ce sont les architectes qui fêtent leur journée nationale. Une célébration qui commémore le 33e anniversaire du discours historique adressé par Feu Sa Majesté le roi Hassan II au corps des architectes le 14 janvier 1986. C'est resté mémorable dans nos souvenirs. Et à l'époque, nous étions même pas 900 architectes. Maintenant, nous voilà environ 4500 architectes. C'est une autre génération qui fête cet événement et qui a donné les lignes directives pour que les architectes marocains respectent les traditions dans le cadre bâti. La célébration de l'architecture et des architectes offre une occasion de partage et d'échange autour de l'architecture au Maroc qui connaît un tournant historique eu égard aux nouvelles lois relatives à l'exercice de la profession. L'architecte n'est pas seulement quelqu'un qui fait des plans, mais c'est aussi quelqu'un qui change la vie des gens. Et bien sûr, il y a le côté aussi de sécurité. L'architecte est aussi responsable de la sécurité des citoyens. Et dans notre pays, les architectes sont confrontés au défi de la durabilité dans la production architecturelle marocaine et la préservation du patrimoine national, tout en s'ouvrant sur de nouvelles expériences, notamment sur l'éco-construction. Ouvrons à présent la page monde de ce journal. Le président américain met en garde la Turquie contre une catastrophe économique. Donald Trump a déclaré, je cite, « Washington dévastera la Turquie économiquement si elle attaque les Kurdes, tout en appelant les Kurdes à ne pas provoquer Ankara ». Le chef d'État américain s'est également exprimé sur le retrait imminent des troupes américaines de la Syrie. Il est temps maintenant de faire rentrer nos troupes à la maison. Stop aux guerres sans fin, a-t-il précisé.
Les dirigeants de l'Union européenne ont donné ce lundi un coup de pouce à la première ministre britannique Theresa May pour tenter de convaincre les députés britanniques de voter l'accord du Brexit. Accord menacé d'un rejet aux grandes conséquences économiques et sociales. Rejeter ce texte risque de compromettre le Brexit, de saper la démocratie et d'altérer la confiance du peuple dans le gouvernement et les institutions, a déclaré Theresa May, plus que jamais fragilisée par les divisions politiques qui règnent même dans son propre camp. Crise des Gilets jaunes en France. Le président Emmanuel Macron appelle les Français à participer à un grand débat national. Ce débat vise à calmer la colère des protestataires. Le chef d'État français a détaillé les grandes lignes de cette consultation inédite dans une lettre de cadrage diffusée aujourd'hui dans les médias et les réseaux sociaux. Macron propose de baliser le débat autour d'une trentaine de questions et trace les lignes rouges comme la suppression de l'impôt sur la fortune, mais il ouvre la porte à des réformes très importantes comme le référendum d'initiative citoyenne. Retour chez nous, les représentants mondiaux du football sont actuellement à Marrakech pour prendre part à la réunion du comité exécutif de la FIFA, un sommet qui aura lieu demain mardi, à l'ordre du jour notamment l'éventuel élargissement de 32 à 48 pays pour le prochain mondial au Qatar en 2022 et bien d'autres dossiers d'actualité footballistique brûlante. Les détails tout de suite avec le président de la FIFA, Giovanni Infantino, au micro de Mouatassim Bilal Bouazaoui. On va parler de la Coupe du Monde des clubs, ce qu'on veut faire. D'ailleurs, le Maroc avait hébergé 2 éditions de la Coupe du Monde des clubs il y a quelques années. Et on voit qu'il faut faire quelque chose pour améliorer cette compétition. En même temps, il faut aussi avoir un œil sur nos associations nationales. Et donc, il faut qu'on parle aussi un petit peu des compétitions pour les équipes nationales. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre du calendrier international pour améliorer la qualité des rencontres et des compétitions au niveau des sélections. En même temps, on discutera aussi de la Coupe du Monde 2022. Parce que à partir de 2026, il y aura 48 équipes, comme vous le savez bien. Peut-être qu'on arrive déjà à avancer l'échéance et commencer déjà en 2022 avec 48 équipes. On écoutera nos associations pour voir un petit peu ce qu'elles en pensent. Et puis les autres sujets, c'est le football féminin qui est toujours une priorité pour la FIFA. C'est l'arbitrage, le VAR en particulier. Et donc tous les sujets d'actualité qu'on va débattre ici avec nos fédérations. Donc c'est très important. Les constructeurs automobiles foncent dans l'innovation. Vague de smartisation oblige. Le marché est juteux avec des consommateurs toujours plus exigeants. Le Maroc ne déroge pas à la règle. Il mise également sur l'écolo, l'hybride, l'électrique et l'automatique. Bref, c'est le smart qui fait recette. Reportage à Casablanca de Nisrine Hamdaoui, Atman Tazi et Abdilal Cheb. Regardez. Plus qu'un moyen de transport, un bolide est synonyme de liberté. Un objet qui permet de vivre des expériences uniques et de passer un agréable moment en route. La voiture reflète également la personnalité de son propriétaire. Voilà pourquoi les constructeurs automobiles rivalisent de créativité et déploient les nouvelles technologies pour satisfaire un client en phase avec son époque. Parmi les options indispensables pour moi, une boîte à vitesse automatique, des essuie-glaces automatiques. Tout doit être automatique dans ma voiture. Et ma grande exigence, c'est que le pot d'échappement puisse filtrer les particules nocives. Le pot d'échappement, le confort, côté consommation. Il ne faut pas qu'il consomme trop. Ma gamme, elle est moyenne, quoi. C'est plutôt le confort et la sécurité plutôt. À partir d'un budget de 165 000 dirhams, on peut avoir une voiture super bien équipée avec tout ce qu'on demande en termes de connectivité, de boîte à vitesse automatique, un écran tactile, du GPS. Donc de la navigation, de la sécurité. Donc aujourd'hui, avec ces offres, nous avons permis à la clientèle qui est devenue plus exigeante et qui est plus consciente aussi, aujourd'hui plus personne n'est dupe, tout le monde est exigeant en matière d'achat de voitures.
Aujourd'hui, le Marocain se plaît de plus en plus à conduire une voiture neuve, confortable, arborant une belle silhouette et dotée d'un moteur puissant, sans oublier l'option très à la mode, la boîte à vitesse automatique. Il n'y a même pas de levier de vitesse. Un must de l'automobile. La boîte automatique n'est pas très chère, et 2, elle est plus fiable qu'une boîte mécanique, et 3, elle permet de consommer moins sur la durée. La part des véhicules automatiques dans le total, dans chaque segment, est en train d'augmenter. Elle représente 100% aujourd'hui dans des véhicules haut de gamme à partir de 500-600 000 dirhams. Mais aujourd'hui, même dans des citadines, on va trouver que la part de l'automatique dans le global est en train d'augmenter de manière importante. Mais la tendance s'élargit au vert. Rouler propre, cela est possible avec ce modèle hybride équipé de 2 moteurs qui se relaient. L'un électrique et l'autre thermique. Pour ce constructeur japonais, leader dans ce segment, ces technologies alternatives trouvent de plus en plus preneurs. Entre 2017 et 2018, les ventes de l'hybride se sont multipliées par 3 pour plusieurs raisons. Ça a été fait grâce à des mesures incitatives en marge de la COP22, donc des mesures incitatives qui ont accompagné et qui ont aidé ce consommateur marocain aujourd'hui à acheter de l'hybride. Aujourd'hui, bien sûr, il gagne sur les droits de douane qui sont réduits. Nous avons la vignette qui est gratuite, donc c'est un avantage qui est concret pour le consommateur. Mais pourquoi ce véhicule hybride est-il si particulier ? Pour y voir plus clair, nous l'avons fait tester pour vous. Et maintenant, on est déjà en train d'avancer et vous pouvez constater déjà le silence du véhicule. C'est un hybride en fait qui n'est pas rechargeable, il se recharge automatiquement. À chaque fois que la batterie a besoin justement d'énergie, elle le récupère automatiquement et directement du véhicule. L'univers automobile se développe à une vitesse grand V. Il suit les dernières tendances technologiques, embrasse la cause climatique et scrute bien d'autres horizons plus ambitieux. Le consommateur répond présent à cette audace. En 2018, 177 000 véhicules neufs ont été vendus, soit une croissance de 5% par rapport à l'année 2017. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Nadia Moudel pour Ara Issia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.